Merci, bonjour à tous à toutes et à tous, et merci d'être présents en nombre quand même pour ce matin. Alors, plus largement que les seuls MSP, je vais effectivement vous parler de l'impact clinique de la collaboration interprofessionnelle en soins primaires pour la santé de nos patients. Je vais commencer par déclarer mon absence de conflit d'intérêts. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de répondre au vieil adage qui est que la meilleure façon de commencer des travaux de recherche, c'est de s'appuyer sur le terrain. Et donc, en plus d'être enseignante chercheuse au département de médecine générale de Nantes, je suis surtout médecin généraliste exerçant dans une maison de santé pluriprofessionnelle du Val-de-Moine, qui est situé à une trentaine de minutes de Nantes, dans le département du Maine-et-Loire. Cette MSP, elle a été créée suite à des problèmes démographiques en 2017, au départ de professionnels de santé un peu précipités. Il y a d'abord eu une volonté de pérenniser et de garder les professionnels de santé sur le territoire, et également d'être attractifs pour d'autres professionnels. Et puis, bien évidemment, on y a inclus tout un projet sur la prévention, notamment sur la santé mentale, sur les protocoles par rapport à la sortie d'hospitalisation de personnes âgées. Et on peut déjà donc tracer un bilan quelques années après, et je pense que vous êtes nombreux à pouvoir faire ce genre de bilan. Ça nous a été extrêmement utile au moment de la crise Covid d'avoir cet outil de collaboration interprofessionnelle, parce que ça nous a permis de soigner nos patients et de les vacciner notamment. Et puis ça nous a surtout permis de bien mieux connaître les professionnels de santé de notre territoire, et les interactions sont bien évidemment facilitées, vous le savez très bien, et ça nous permet de faire des jolis moments de convivialité. Alors c'est pas le vendredi matin du congrès que je vais vous expliquer que les moments de convivialité sont importants pour créer une équipe, hein. Vous aviez probablement expérimenté les choses hier soir. Mais c'est plus ou moins réussi. Vous voyez, là on essayait d'écrire MSP avec nos corps. Je pense que bon, si vous l'aviez vu, vous avez de la chance. Toujours est-il que c'est très bien, mais que derrière, on peut se poser la question de l'efficacité du dispositif. Alors c'est un peu provocateur comme proposition, mais néanmoins les tutelles et les politiques incitent beaucoup et ont mis la collaboration interprofessionnelle au cœur de leurs éléments de langage. À un moment donné, on est en droit de demander à nos structures de rendre des comptes. On voit bien que ça fonctionne sur l'interaction entre les professionnels, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a comme preuve sur la santé de nos patients? Alors, toujours pour faire un peu de provocation, on pourrait de la même façon se poser la question de vous dire, il y a un super médicament qui s'appelle les statines, il faut les prescrire, c'est super, ça marche très bien. Et ben, on a quoi comme niveau de preuve? On a quoi comme efficacité sur quel groupe de patients et dans quelles conditions? Donc c'est dans ce cadre-là que se tient mon propos, et la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut évaluer. Alors, pour vous montrer que c'est un sujet d'actualité extrêmement porteur, je vous présente ici un protocole de recherche qui a été publié récemment par une équipe de Singapour, donc preuve que c'est une problématique internationale, et à qui j'emprunte ce schéma que je trouvais très adapté pour montrer qu'on a plusieurs problématiques à évaluer sur notre collaboration interprofessionnelle. En vert et en jaune, c'est toute la partie du patient et du médecin, de l'expérience du patient et du médecin, c'est-à-dire la satisfaction entre autres. Et ça, on sait qu'on a beaucoup de littérature, on a beaucoup d'études qualitatives qui nous montrent que travailler ensemble, eh bien, ça fait du bien à tout le monde, et qu'on est une vraie satisfaction. Peut-être un élément d'éviter le burn-out pour les médecins, même si c'est des structures qui sont chronophages, et ça, tout le monde le dit. Vous avez en bleu une partie d'évaluation également à travailler, qui est la partie économique sur les coûts. Et la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle est plutôt centrée sur les résultats patients. J'insiste un petit peu sur ces éléments-là, parce que c'est une partie qui n'est pas très simple. Mon voisin de table tout à l'heure, qui fait de la santé publique, me disait que c'était quand même assez ambitieux, parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait simple. Et donc, je me suis appuyée sur différentes revues de littérature, l'une portée par Nantes, publiée très récemment dans le BMC Primary Care,
Mais j'ai également, pour la présentation d'aujourd'hui, utilisé d'autres ressources, dont des revues de littérature, une revue italienne qui porte là spécifiquement sur le diabète, parce qu'on a beaucoup de revues de littérature très axées sur une seule pathologie. Et puis, un petit peu plus original, deux revues de littérature. Et donc aujourd'hui, je fais une revue de littérature. Ça commence à devenir un petit peu poupée russe. Mais en tout cas, nos confrères suisses et québécois ont essayé de synthétiser également la littérature pour arriver déjà à un premier résultat qui n'est pas des moindres, c'est qu'on n'a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire que, comparativement à la statine, au moins la collaboration interprofessionnelle, on n'aggrave pas nos patients et on n'a pas d'effet secondaire. Ça, c'est un résultat en soi, mais ça va mieux en le disant parfois. Nous avons également des résultats qui sont issus de la Cochrane avec, comme les autres revues de littérature dont j'ai parlé, des effets cliniques qui sont très mitigés parce que la collaboration interprofessionnelle est extrêmement complexe, extrêmement diverse, et les structures n'aident pas à pouvoir comparer les choses, notamment entre les pays. Catherine Laporte l'a rappelé tout à l'heure, la différence est flagrante. La revue qui est présentée ici ne s'intéressait pas que aux soins primaires, mais aussi aux interactions avec les autres niveaux de santé, de soins. Mais elle exprimait très bien qu'on a un manque de niveau de preuve sur les études sur la collaboration interprofessionnelle et plaidait pour plus de travaux de recherche en essais au moins contrôlés, si ce n'est randomisés. Alors vous aurez compris que vous n'allez pas sortir suite à ma présentation avec une baguette magique pour dire on va faire ça comme collaboration interprofessionnelle et ça fonctionnera pour la santé de nos patients. Mais je vais essayer de vous décrire un petit peu le contenu plus précis de tout ça en prenant un plan sur quels sont les effets cliniques et dans quelles pathologies ils ont été étudiés et montrés, pour quelles équipes, pour quels critères d'évaluation, pour quelles interventions et dans quel pays. Alors, des effets cliniques étudiés et positifs, dans quelle pathologie? Bien, la première pathologie, sans surprise, parce que c'est également le cas de toute la littérature qui ne s'intéresse pas à la collaboration interprofessionnelle, c'est le cardiovasculaire. Il y a des preuves importantes dans ce domaine-là, même si, encore une fois, les résultats sont parfois un peu mitigés. On a des vraies preuves d'efficacité, notamment sur les résultats du diabète, de l'hypertension. On a également, notamment sur des revues de littérature des Suisses et des Québécois, des vraies preuves d'efficacité sur la santé mentale, sur toutes les collaborations de ce domaine-là. Ce que ça peut évoquer, c'est le fait que la santé mentale nécessite souvent de l'interprofessionnalité parce qu'on est quand même un peu démunis au niveau thérapeutique médicamenteuse et que des professionnels de santé qui travaillent dans le même sens pour les patients, c'est un vrai apport pour ces patients et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on a plus de facilité à montrer des choses. Et puis au milieu, il y a un espèce de groupe de beaucoup de littérature très diverses sur les polypathologies, sur la personne âgée. Et forcément, c'est des groupes divers avec des niveaux de preuves variés et avec peu de preuves également. Il manque probablement plus d'études de qualité sur la prévention en soins primaires, sur la vaccination, sur des sujets comme ça, ainsi que probablement sur des points précis, aigus, comme la cystite que vous a présenté Sébastien Faure auparavant. Ensuite, on aimerait bien savoir pour quelles équipes, quel est le type d'équipe qui va fonctionner. Et si on regarde la littérature, techniquement, sans surprise, comme sur le terrain, on a beaucoup d'équipes qui sont centrées sur le médecin généraliste. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont porteurs des travaux de recherche ou pas? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de collaborations médecins généralistes infirmiers, médecins généralistes avec les pharmaciens, médecins généralistes avec les professionnels de santé mentale. Et puis après, on a un pool d'études qui prend en compte des équipes pluriprofessionnelles beaucoup plus larges et qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer parce qu'effectivement très variées et parfois pas toujours très bien décrites dans les études, il faut le dire, et j'y reviendrai après.
Les critères d'évaluation et de jugement principal des études sur la collaboration interprofessionnelle, je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'évaluation des éléments cliniques des patients, mais des résultats patients. Mais dans ces résultats patients, on a des choses qui sont également extrêmement difficiles à comparer. Notamment, je vous ai dit que c'était le cardiovasculaire qui avait le plus de preuves, mais on a aussi beaucoup d'études. Donc là, je m'appuie sur un découpage des études avec d'abord les éléments cliniques, les éléments de médicaments, les utilisations du système de santé, les processus de soins, et puis tout ce qui est qualitatif avec les auto-questionnaires des patients. On a beaucoup de fois des processus de soins qui sont mélangés un peu avec les réels résultats cliniques, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller observer si l'hémoglobine glyquée elle a été plus prescrite en interprofessionnalité, pas forcément si ça a amélioré la morbimortalité, et en morbimortalité, on a peut-être un petit peu moins de données. Alors, si je voulais venir sur les interventions, vous allez me dire, mais l'intervention, c'est la collaboration interprofessionnelle. Oui, mais ce n'est pas si simple parce qu'on sait que dans la collaboration interprofessionnelle, on va utiliser des outils. Les outils qu'on utilise tous les jours avec nos confrères, tels que l'éducation thérapeutique du patient, les TCC ou les entretiens motivationnels, vont venir biaiser les études parce qu'il est difficile de comparer des choses et qu'il y a toujours ces outils-là qui peuvent être introduits et qui sont difficiles à mettre en évidence dans les travaux de recherche. En tout cas, ils ne sont pas toujours très bien écrits. Puis la deuxième chose sur les interventions, c'est la durée. La revue de littérature Cochrane le dit très bien, 12 mois pour des études de suivi, souvent de maladies chroniques, c'est probablement un petit peu insuffisant, et des études de plus longue durée, des cohortes plus longues, seraient intéressantes pour montrer des éléments. Pour quels pays? Sans surprise, c'est les pays nord-américains, européens, ainsi que l'Australie et un peu l'Asie qui portent ces travaux de recherche sur la collaboration interprofessionnelle. Et comme l'a dit Catherine Laporte, c'est extrêmement compliqué de comparer les différentes collaborations puisque les systèmes de santé eux-mêmes sont très différents. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de difficultés, finalement, un tableau un petit peu sombre de la capacité qu'on a à sortir des résultats cliniques et des preuves cliniques pour affirmer que la collaboration interprofessionnelle fonctionne pour nos patients. Il y a d'autres écueils, notamment quand on va aller faire ces revues de littérature, ne serait-ce que l'équation de recherche et la sémantique qu'on utilise n'est pas très simple parce que notamment les termes mèches sont toujours en débat entre les équipes de recherche, et c'est un des facteurs qui complexifie les choses. Et probablement qu'on aura besoin d'un cahier des charges un peu plus précis sur qu'est-ce que doit contenir une étude qui s'intéresse à la collaboration interprofessionnelle. Il faut que le terme soit apparent, peut-être qu'il faut souligner la durée, se mettre d'accord sur des équations de recherche et potentiellement bien définir les différents acteurs des équipes. Pour finir, oui, la collaboration interprofessionnelle, elle est bénéfique pour nos patients, on est tous convaincus. Et l'OMS dit d'ailleurs que cette collaboration interprofessionnelle, elle est efficace empiriquement. C'est-à-dire que, voilà, au-delà de ça, on a vraiment cette impression. Mais il nous manque des preuves. Et ces preuves, elles passeront par des essais cliniques au moins comparatifs, si ce n'est randomisés, comme ce que vous a présenté Sébastien Faure auparavant, par des essais cliniques portés par les soins primaires en intercollaboration. Et c'est le rôle, je pense, des départements de médecine générale et des réseaux de recherche en santé publique et du CNGE de porter ces travaux. Et puis, j'en profite pour dire qu'avec une ambition un peu moindre, ces travaux sur l'intercollaboration peuvent aussi faire l'objet de sujets de thèse. Alors, ils sont peut-être un peu moins nombreux ce matin, les internes, mais ils ont besoin de thèse. Et donc, je les incite à aller vers leur maître de stage pour regarder dans l'ensemble des maisons de santé où ils travaillent ou dans les CPTS s'il y a des sujets intéressants et des maîtres de stage moteurs pour les encadrer. Je vous remercie de votre attention. Merci pour la présentation. Ça rejoint un petit peu ce qu'on aurait pu poser aussi à notre collègue pharmacien comme question. C'est
Bon, si j'ai bien compris, dans l'Ouest, vous avez commencé à des travaux de recherche conjoints, mais c'est quel lien avec les autres professions, et notamment les autres professions qui font de la recherche? Voilà, on peut avoir les pharmaciens, les infirmiers, les maïeuticiens, enfin voilà, où est-ce qu'on en est, même si notre recherche à nous, elle est plus balbutiante, mais elle est quand même encore peu étoffée, donc c'est des professions qui sont nouvellement universitaires, c'est peut-être pas évident, mais probablement que nous avons à travailler ensemble pour ça. Merci pour la question, qui est excellente, effectivement. La question, elle va se poser, mais Catherine Laporte l'a déjà dit tout à l'heure, probablement qu'il y a déjà quelque chose à aller regarder dans nos territoires avec nos professionnels de santé, de nos collaborations sur le terrain, parce que chaque endroit va avoir des collaborations différentes. Et après, je pense que pour la recherche, eh bien, on va devoir s'appuyer aussi sur les forces en puissance dans chaque endroit, et qu'en fonction des régions et des facultés, on va avoir plus de facilité. Alors effectivement, sur la région Pays de Loire, on a une grande facilité avec la pharmacie, ainsi qu'avec les kinésithérapeutes. On travaille également avec les sages-femmes, même si il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. En tout cas, sur la pédagogie, on travaille avec elles. Donc effectivement, il y aura de toute façon cette difficulté, dans un premier temps, de ne pas aller vers tous les paramédicaux, par exemple, mais l'objectif est d'inclure au maximum en fonction des projets de recherche et d'aller fédérer. C'est pour ça que sur Nantes, on a également pu proposer, pu être moteur avec le pôle fédératif des soins primaires, qui justement a comme objectif de fédérer l'ensemble des professionnels du soin primaire autour de projets pédagogiques ou de recherche. Et puis Cédric l'a évoqué tout à l'heure, le projet d'un labo de recherche soins primaires avec un côté très pluriprofessionnel aussi.